Dans L'amour en plus, Elisabeth Badinter cherche à pourfendre l'idée de l'existence d'un instinct maternel. C'est bien sûr le fait social de la mise à nourrice qui permet cette remise en cause philosophique. L'historienne et philosophe, dans un livre qui a fait date, permet au lecteur de faire un tour d'horizon du rapport à l'enfance au siècle des Lumières. Pour ma part, je ne m'inscrirai pas dans cette dualité qui oppose deux camps dans notre pays, les tenants du biologisme, qui s'ils sont peu nombreux, n'en ont pas moins quelques arguments, et les culturalistes, qui non plus ne sont pas dénués d'armes dans ce combat plus idéologique que scientifique. Regardons en historien comment sont traités les enfants. Il y a donc d'abord la naissance, moment on ne peut plus difficile qui laisse trop souvent sur le carreau la mère ou l'enfant, voire les deux. Quand ce premier point critique est dépassé, l'enfant doit survivre à ses premières années, ce qu'un enfant sur deux, grosso modo, ne parvient pas à faire. Perdre un enfant en bas âge est donc très commun. Tous les parents du XVIIIe siècle, sauf ces éternelles exceptions qui confirment la règle, ont connu cela. On en conclut assez vite qu'on attachait, alors, moins de valeur sentimentale à ces nouveau-nés, d'autant plus que l'absence de contraception multipliait les grossesses, faisant des naissances une espèce de puits sans fond. Pourtant, les archives, les mémoires, les correspondances montrent des parents jetés dans des tristesses profondes après la perte de l'enfant, qu'ils soient aristocrates ou pauvres paysans. Voilà bien des éléments contradictoires qui jettent le trouble sur la question du sentiment de l'enfance. Voltaire, qui rompt la tradition avec Mérope, fait de l'amour maternel le cœur d'une pièce qui connaîtra un succès exceptionnel, puisque 53 représentations en seront données à la Comédie Française, lui qui avait fait jouer quelques bides mémorables. Ajoutons une couche, la mise à nourrice. Voilà une habitude qui se développe chez les aristocrates au XVIIIe siècle et les bourgeois, et qui a consisté à placer les enfants en bas âge chez des nourrices chargées de les nourrir et les élever jusqu'à 5 ou 6 ans avant de les retourner chez leurs parents pour y recevoir l'éducation due à leur rang. On a bien du mal aujourd'hui à comprendre une telle attitude alors même que nombre de mères reviennent à des pratiques naturelles telles que donner le sein pendant les premiers mois alors même que cette pratique avait été socialement connotée négativement dans les années 70 comme liberticide pour les femmes. Mais qu'en est-il au XVIIIe siècle ? Siècle des femmes par excellence, même si la misogynie demeure, ce siècle est celui de la liberté. C'est le siècle des lettres philosophiques de Voltaire, celui de Madame du Châtelet, femme de science, une femme de génie reconnue, une femme que la mort d'un de ses enfants en bas âge ne chagrine pas au point de l'empêcher d'écrire le soir même à son amant pour lui dire tout son amour. On comprend que tous ces éléments aient pu être mobilisés pour discréditer à jamais la thèse d'un instinct maternel qui pousserait invariablement les femmes, toutes les femmes, puisqu'il s'agit d'un instinct, à se dévouer pour leur nouveau-né. Alors posé ainsi, bien sûr, l'instinct n'existe pas. Mais il ne faudrait pas écarter tout déterminisme biologique pour autant, faute de quoi nous tomberions dans le piège du culturalisme dont les dangers ne sont pas moindres que ceux du biologisme, dont le nazisme fut un des pires avatars. Et si le culturalisme était le piège à éviter au XXIe siècle, entre transhumanisme et religiosité exacerbée.